Alors bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous voici tous de nouveau réunis pour un autre cycle de vidéoconférences qui est organisé par l'Astro Club de France, l'Observatoire Charles Fehrenbach, le Club d'astronomie de la MJC de Douai, le Club Uranie de la MJC de Saint-Saulve, ainsi que le groupement d'astronomes amateurs de Courrières, dans le Pas-de-Calais. Alors après avoir découvert Mars lors d'un précédent cycle, la principale étoile de notre système solaire, notre Soleil, n'aura donc plus de secret pour vous grâce à 5 exposés qui vous seront présentés courant mars, avril et mai 2021. Vous allez découvrir le Soleil dans tous ses états, cette principale source de lumière et de chaleur de notre système solaire, une énergie unique transmise par rayonnement et qui permet certaines conditions de vie sur Terre, telles que la photosynthèse des végétaux. Le Soleil permet donc la vie sur Terre. Ça valait donc la peine de lui accorder ce cycle riche de connaissances. Alors ce soir, Philippe Morel, qui est président de l'Astro Club de France, aura le plaisir de vous présenter en direct de l'Observatoire Charles Fehrenbach le premier volet de cette saga, c'est-à-dire son historique à travers les âges, suivi d'un débat qui sera alimenté par des questions-réponses des auditeurs qui le souhaitent. Courant mars, le second volet proposera une étude qui sera axée sur notre astre en tant que naine jaune, de l'origine de son énergie produite, sa structure interne, sa structure externe, son spectre, son évolution, c'est-à-dire sa naissance, sa vie, sa mort. Et cette étude sera animée par M. Jean-Marie Marc, qui est astronome amateur au club d'astronomie de la MJC de Douai. Alors en avril, dans le troisième volet, nous visiterons la banlieue du Soleil, avec des comètes, des aurores boréales entre autres, et cela grâce à Madame Brigitte Schmieder, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris-Meudon. Toujours sur le mois d'avril, Monsieur Laurent Ghislain, qui est astronome amateur au club Uranie de la MJC de Saint-Saulve, nous dévoilera les différentes techniques d'observation de notre Soleil au travers des différents instruments. En mai 2021, ce fabuleux cycle sur le Soleil s'achèvera par les explications de messieurs Simon Leric et Michel Pruvot, alors qu'ils sont tous deux membres du groupement des astronomes amateurs de Courrières, comme je l'ai dit précédemment, dans le Pas-de-Calais. Ils parleront essentiellement des techniques d'astrodessin sur le thème du Soleil. Merci à tous pour votre attention et très bonne conférence à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous voici réunis pour le coup d'envoi d'un cycle de conférences dédié au Soleil. Le premier conférencier, c'est Philippe Morel, que j'ai le plaisir de vous présenter, bien que les fidèles de la chaîne le connaissent très bien. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Philippe est un astronome amateur, féru d'astronomie depuis son plus jeune âge, grâce à la Lune pour faire court et à la comète Ikeya-Seki. Il a fait des études scientifiques dans un autre domaine que l'astronomie, mais sa passion ne l'a jamais quitté et s'est même amplifiée au point de devenir président de la Société astronomique de France pendant 10 ans. C'est grâce à ce poste qu'il a côtoyé de très grands noms de l'astronomie qu'il sollicite de temps à autre pour des conférences. Philippe est depuis quelques années président de l'Astro Club de France, dont le siège est l'Observatoire Charles Fehrenbach, qu'il a imaginé et construit à Priche. Comme il se plaît à le dire, c'est l'aboutissement d'un rêve devenu réalité. Pour vous dire à quel point il entretient des relations avec des sommités de l'astronomie, Michel Mayer, prix Nobel de physique 2019, Catherine Césarski, Agnès Acker, astrophysicienne, Roger Ferlet, directeur de recherche, Michel Fehrenbach, ingénieur géophysicien, sont parrain et marraine de l'observatoire et c'est vraiment un privilège inouï pour un observatoire d'amateurs. Alors Philippe maîtrise beaucoup de domaines de l'astronomie, l'optique, l'astrodessin, l'astrophotographie, le traitement de photos, l'observation visuelle, l'histoire des sciences, de la poésie, la musique. Il a écrit et coécrit de nombreux ouvrages que je vous recommande. Philippe pourra vous donner peut-être quelques titres tout à l'heure si vous le souhaitez. Il a fait aussi de nombreuses publications dans différents magazines spécialisés. On peut ajouter qu'il voue une passion dévorante aux éclipses de lune, aux éclipses de soleil et aux aurores boréales. Et que fait-il pour assouvir cette passion? Eh bien, il bourlingue dans le monde entier.
Ben, il revient justement d'un voyage au pays des aurores boréales. Philippe nous pourra peut-être nous en dire un mot tout à l'heure. Il nous fait profiter de toutes ses connaissances via la chaîne de l'Astro Club de France et via France Bleu Nord. Et tous les enregistrements sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Impossible de terminer le portrait de Philippe sans mentionner deux personnages qui ont marqué son parcours. Il s'agit de Camille Flammarion et de Pierre Bourges. Pierre Bourges était un astronome amateur très connu de la communauté. Il a été son mentor et l'a marqué à vie. Bonne soirée à tous. Alors, bonsoir à tous. Bien avant que la Terre fût même une nébuleuse, des astres brillaient depuis une sorte d'éternité. Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. La naissance d'un astre, une histoire terriblement ordinaire à l'échelle de l'univers, mais véritablement extraordinaire à la nôtre. Ordinaire, puisque notre astre est un grain de sable parmi des milliards d'autres. Extraordinaire, puisque d'un cataclysme incommensurable est né notre Soleil, puis son cortège de planètes, puis la vie. Et nous voici réunis à disséquer cet astre tout-puissant qui enchante, effraie, parfois inspire. À l'aube de l'humanité, la Lune et le Soleil fascinaient-ils ? En l'absence de preuves écrites, nous ne le saurons jamais, mais des faisceaux d'indices tendent vers l'affirmatif. Imaginez-vous à cette époque, vous n'avez aucun moyen de vous repérer dans le temps, juste le ciel, avec le mouvement immuable des astres. Le jour décline et vous voyez le Soleil disparaître. La nuit est envahie de bruits d'animaux, le vent souffle dans les arbres et fait chanter les feuilles. La lune brille, elle est ronde, puis grignotée par on ne sait quel enchantement, jusqu'à disparaître, puis réapparaître. Vous passez la nuit dehors et tout votre être est envahi par la beauté céleste. Des milliers d'étoiles scintillent. Au petit matin, le soleil renaît. Il monte dans le ciel et vous réchauffe, brille. Au fil des mois, il est de moins en moins haut dans le ciel. Il fait plus froid, les feuilles tombent, le gibier se déplace. Qui orchestre cette chorégraphie? Et si le soleil ne revenait pas? Ces premiers hommes étaient dotés de conscience et d'imagination. C'étaient des êtres sensibles qui vivaient en osmose avec la nature. Il n'est donc pas ubuesque de croire qu'ils dansaient, peignaient, sacrifiaient pour implorer et apprivoiser l'astre d'entre les astres. 36 000 ans avant notre ère, soit un battement d'ailes à l'échelle cosmique, l'homme chez les Amérindiens n'était qu'un fragment des animaux, des pierres, des rivières, des étoiles, du soleil et de la lune. À cette époque, la grotte Chauvet était-elle le théâtre de rituels? Des crânes d'ours ont été découverts, posés en demi-cercle par des humains. L'imagination s'enflamme. Ces hommes, ces femmes, ces enfants assistaient-ils à la danse du soleil? La beauté du ciel a galvanisé, exalté les esprits enfiévrés. Des chimères sont nées, les mythes de cosmogonie et théogonie ont fleuri et régi le monde durant des milliers d'années. Des mortels se sont emparés du soleil comme d'un être vivant, en l'honorant de 1000 façons pour asseoir leur toute-puissance. 2000 ans avant notre ère, voici un hymne dédié à Shamash, dieu soleil mésopotamien. Ton lever glorieux illumine l'existence des hommes. Toutes se retournent vers ton éclat merveilleux. Tel un immense flamboyant, tu illumines le monde. Lorsque tu apparais, Shamash, les peuples se prosternent. Tous les gens, de partout, s'inclinent devant toi. Tu resplendis dans les ténèbres et tu tiens les rênes du ciel. Ta gloire a recouvert les monts les plus lointains. Ton éclat remplit la face de la terre. Juché sur les montagnes, tu inspectes le monde. Du ciel, tu tiens à bout de bras tous les pays. Tu as en main tout ce qu'a produit le roi sage. Tu prends soin de tous les habitants de la terre, tu fais paître tous les êtres vivants sans exception. Ici haut et là-dessous, leur berger unique, c'est toi. Tu ne cesses de traverser ponctuellement les cieux. Chaque jour, tu parcours la terre interminable. Tu passes sans arrêt la mer large et immense.
dont les dieux célestes eux-mêmes ignorent le tréfonds. Mais tes rayons, Shamash, descendent dans l'abîme, et les monstres marins contemplent ta lumière. Voilà donc une introduction historico-poétique qui, je pense, vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu. Pour revenir un petit peu en arrière, puisque là, on va quand même revenir sur les débuts des observations, parce que c'est quand même par là que ça commence. Donc, 2000 ans à peine. Donc, l'observation d'un parélie permettait de consulter des livres sibyllins pour déterminer des rites expiatoires. Alors, les livres sibyllins sont des recueils d'oracles grecs conservés à Rome, dans l'Antiquité. Voilà. Et en 1225, saint François d'Assise composait un merveilleux poème intitulé Cantique de Frère Soleil, mis en musique par Franz Liszt. Et il disait le soleil est la plus belle créature et celle que l'on peut comparer à Dieu. Et il y a une compositrice russe, Sofia Goubaïdoulina, qui en a fait une sublime adaptation et je vous enjoins vraiment à l'écouter, c'est sublime. Et puis, insidieusement, le doute s'installe. Les divinités régissent-elles vraiment le monde et le cosmos? De grands esprits bravent des milliers d'années d'imaginaire et proposent une explication rationnelle aux phénomènes cosmiques. Grâce au Soleil, ils mesurent le temps, puis observent qu'il n'est pas immuable et statique, grâce à l'observation de taches à sa surface. Et enfin, l'hypothèse subversive qui suggère que la Terre n'est pas le centre du monde, mais bien le Soleil, est émise et infuse. Nous débuterons notre balade poétique avec les mythes liés au Soleil et nous emprunterons les chemins de la rêverie jusqu'à la pensée scientifique balbutiante incarnée par Galilée. Donc les mythes et le soleil, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet parce qu'on pourrait faire une conférence et même plusieurs sur ce sujet. Et la littérature, aussi bien sur Internet que la littérature papier, regorge de documents et d'informations sur le sujet. Eh bien, pour débuter le chapitre sur les hymnes, le chapitre sur les mythes, voici l'hymne homérique à Hélios. Terrible, il regarde de ses yeux, sous un casque d'or et de clairs rayons jaillissent de lui-même, et sur ses tempes, les joues brillantes du casque enferment sa belle face éclatante. Autour de son beau corps, des vêtements légers resplendissent au souffle des vents, et des étalons sont soumis au joug. Et là où il arrête, le soir, son char au joug d'or et ses chevaux, il les envoie de l'Ouranos dans l'Océanos. Donc, si on reprend les principales mythologies, vous savez tous que, à l'époque de l'Égypte antique, le dieu du soleil s'appelait Ra ou Ré, et sa représentation était quand même assez curieuse puisque c'était un disque, ça, bon, jusque-là tout va bien, mais avec une aile de part et d'autre, un disque ailé. Alors certains ont cru que éventuellement ce disque ailé était la représentation allégorique d'une couronne solaire de minimum d'activité. Ça, c'est une interprétation qu'a donnée entre autres Eugène Antoniadi dans son ouvrage qui est l'histoire de l'astronomie égyptienne, qui est très difficile à trouver, mais dont existe une réédition qui était publiée par la librairie Burillier dans les années 1990, et on trouve cette référence. Bon, alors à la limite, pourquoi pas, hein. Bon, bien naturellement, il faut savoir qu'à l'époque, les éclipses ont commencé à peine à savoir un peu de quoi il leur tournait, mais pour les populations essentiellement rurales, c'était encore un phénomène effrayant et qui a été déifié. Ce ne serait pas étonnant que l'hypothèse soit la bonne. Ensuite, à l'époque grecque, donc Apollon est le fils de Zeus et de la titane Leto, donc il incarne le soleil chez les Grecs, et il porte aussi le nom d'Hélios, donc, qui est le symbole du soleil lui-même. D'ailleurs, dans Hélios, il y a des quantités de mots touchant au soleil qui ont repris la racine grecque Hélios. Hein. Ne serait-ce que l'hélioscope d'Herschel pour observer le soleil, c'en est l'une des illustrations. Chez les Romains, donc, Sol, c'est le frère de Luna. Luna, c'est la lune, évidemment. Et Sol est le dieu du soleil et de la lumière, de la chaleur. Dans la mythologie nordique, on retrouve le même nom de Sol. Ça se dit Sol, avec l'accent. Donc, et là, le soleil est une divinité féminine. Donc, c'est la fille
donc de Mundilfari, qui est le nom donné donc en 2000 à l'un des satellites de Saturne d'ailleurs, et c'est la sœur du dieu de la Lune, Mani. Alors il existe des sagas, en particulier des sagas islandaises, en particulier la mystification de Gylfi, donc, qui date de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. Elle fait mention dans le ciel d'un chariot du soleil conduit par Sol et tiré par des chevaux, les chevaux qui avaient les noms de Harvak et de Alcide, et qui est poursuivi par le loup Skull qui finira par l'attraper. Alors ça, c'est une représentation du chariot du soleil qu'on trouve non seulement dans les sagas islandaises, mais aussi dans les sagas des pays nordiques correspondant donc à la Scandinavie actuelle. On traverse l'Atlantique et on se retrouve du côté des Aztèques. Et là, le dieu du soleil est représenté avec beaucoup de plumes. Bon, est-ce que c'est pour la même raison que pour les Égyptiens? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, le dieu du soleil chez les Aztèques, qui portait un nom un peu à rallonge que vous pouvez lire. Donc, il était le maître du monde chez les Aztèques. Alors maintenant, on va peut-être passer du soleil antique à la mesure du temps, puisque le soleil a quand même servi depuis fort longtemps à, on va dire, séparer le temps dans la journée. Le soleil, écrivait Dante dans la Divine Comédie. Le soleil est le plus haut officier de la nature, qui par sa vertu céleste au monde empreint et de ses feux nous mesure le temps. Les connaissances du soleil à l'époque antique reposent sur les hypothèses posées par plusieurs philosophes. Il faut savoir que ce qu'on appelait les philosophes à l'époque étaient non seulement les philosophes tels qu'on l'entend actuellement, mais les philosophes étaient surtout des savants scientifiques. Et ça, le terme de philosophie pour déterminer donc la pensée scientifique, ça a perduré jusqu'au XVIIIe siècle, puisque la philosophie de Newton, c'était en fait les traités de physique de Newton qui ont été traduits, entre autres, par Voltaire. Donc déjà à l'époque d'Anaxagore, donc à environ 500 avant Jésus-Christ, Anaxagore avait déjà émis l'hypothèse que le Soleil était une masse incandescente, et une masse incandescente gigantesque pour l'époque, puisque plus grande que le Péloponnèse. Le Péloponnèse étant la péninsule qui est située donc au sud de la Grèce. On remonte un petit peu dans le temps, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et Théophraste en fait un ensemble de petites particules de feu. On a déjà la notion d'incandescence. On arrive en 1223 avant Jésus-Christ avec la plus ancienne description avérée d'une éclipse. Ce n'est pas la plus ancienne éclipse repérée, puisque les plus anciennes éclipses repérées datent d'environ 2700-2800 ans avant Jésus-Christ dans les tables, les registres chinois, mais on mentionne, on va dire, plus ou moins les dates, mais sans description vraiment précise. Et là, en 1223, on en trouve une, donc, et on la trouve dans une tablette d'argile qui était découverte dans la cité du Garit, qui est située dans l'actuelle Syrie. Et donc, elle en mentionne deux, donc soit celle du 3 mai 1375, dont la description n'est pas forcément très formelle, et plus probablement celle du 5 mars 2023 avant Jésus-Christ. On arrive à la mesure du temps par le Soleil, vers 560 avant Jésus-Christ, et on retrouve la trace des premiers cadrans solaires, donc, qui auraient été introduits en Grèce par Anaximandre, donc à peu près à cette époque-là, à partir d'équivalents qui avaient été développés à Babylone. L'ancêtre qu'on appelle le Polos, c'est l'ancêtre rudimentaire du Scaphe qui daterait du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le Scaphe, c'est en fait les cadrans solaires hémisphériques ou quarts de sphère, qui étaient en fait des cadrans excavés dans des pierres dans lesquels on traçait les lignes et on pouvait donc lire l'heure de cette façon. C'était le modèle le plus courant donc à l'époque antique. Alors, on attribue l'invention du Scaphe à Aristarque de Samos, à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il a été ensuite très très largement diffusé dans les cités grecques puis romaines. Si vous allez sur les sites antiques en Algérie, donc à Timgad en particulier, il y en a plusieurs, et là la photographie qui est représentée, c'est le cadran solaire qui se trouve, le Scaphe qui se trouve au musée de Constantine. Donc en Algérie, j'ai eu le bonheur de photographier moi-même, puisque j'ai été reçu plusieurs fois par
par la directrice du musée pour ausculter et le SCAFE et l'astrolabe de ce musée qui est absolument magnifique et très porteur d'enseignement. Alors, un traité a été écrit sur la réalisation et sur le principe du SCAFE. C'est Démocrite qui l'a rédigé vers l'an 410 avant Jésus-Christ, mais il a été perdu, donc, et il n'y a pas eu de copie. Et le SCAFE, Eratosthène s'en est servi vers l'an 220 avant Jésus-Christ pour mesurer la longueur de l'arc méridien terrestre. Donc, c'était en même temps, c'était devenu en plus d'un outil pour mesurer l'heure, un outil qui permettait de faire des mesures scientifiques. Vers 350 avant Jésus-Christ, on commence à se demander si le Soleil n'est pas distinct de la voûte céleste. Et c'est Aristote qui place la Terre au centre de l'univers, donc, puisque vous savez qu'il y a eu à l'époque la Grande Guerre, à savoir si c'était le Soleil qui était au centre ou la Terre qui était au centre. Il y avait des défenseurs de la première hypothèse et des défenseurs de la seconde. Sauf que les défenseurs de l'hypothèse donc plaçant la Terre au centre de l'univers étant les plus nombreux, c'est en gros la pensée commune qui l'a emporté vers cette hypothèse-là qui a quand même été au devant de la scène pendant à peu près un millénaire. Et en l'occurrence, pour Aristote, les planètes donc sont fixées sur des sphères de verre, on va dire, enfin de milieu transparent. Elles flottent pas, elles sont portées par un milieu. Et le Soleil, comme les autres, est porté aussi sur la quatrième sphère céleste. Ces sphères qui sont emboîtées les unes dans les autres, et la dernière, donc à l'extérieur, étant la sphère des fixes, d'où l'expression sphère des fixes d'ailleurs. Et le mouvement donc, de rotation journalière de précession donc, était assigné évidemment aux sphères extérieures du système. Donc à l'époque, on pensait le système, l'univers, fermé et l'eau est terminée, par une limite. Vers 250 avant Jésus-Christ, on commence à s'intéresser à la distance Terre-Soleil, et c'est Aristarque de Samos qui l'avance à partir des méthodes de parallaxe. On avance dans le temps, on arrive à l'an 968 avec la première mention de l'existence de la couronne solaire. La première mention explicite. Puisque d'autres mentions moins explicites existent, ce qui a porté justement l'interprétation de la représentation du dieu Ra qu'on a vu tout à l'heure. Et elle existe cette première description précise. Elle a été donc rédigée suite à l'observation de l'éclipse du 22 décembre 968 qui était observée à Constantinople. Et donc, elle est l'œuvre d'un historien byzantin qui est Léo Diaconus et qui a été mentionné dans les annales Sangalens. Et donc, il cite dans ces annales, à la 4e heure du jour, la nuit est tombée sur Terre et toutes les étoiles brillantes sont apparues. Et on a pu voir le disque du Soleil sombre et sans lumière, ainsi qu'une faible brillance ayant la forme d'un mince anneau encerclant le bord du disque. Donc c'était quand même quelque chose d'assez explicite. En 1185, on a la première description d'une protubérance, toujours pendant une éclipse de Soleil. Donc c'était le 1er mai 1185 et elle est mentionnée dans les chroniques de Novgorod. Donc là, on va un peu plus à l'est et un peu plus haut en latitude. Le soir s'est produit une éclipse de soleil, le temps s'est assombri et les étoiles sont apparues, le soleil a pris l'apparence de la lune et ses cornes sont ressorties, quelque chose ressemblant à des braises ardentes. Là aussi, c'est quand même peu équivoque. Au passage, vous avez en illustration un souvenir de la plus courte éclipse totale de soleil que j'ai pu observer, puisque c'était celle du 24 octobre 1995. Et cette éclipse durait 47 secondes. Donc, vous voyez quasiment un demi-arc de chromosphère. Et quelques secondes après est apparu l'autre demi-arc de chromosphère. Et c'était depuis Fatehpur Sikri en Inde du Nord, au Rajasthan. Une journée mémorable puisque le matin, nous avons eu droit à l'éclipse totale de soleil sous un ciel magnifique et l'après-midi, la visite du Taj Mahal. Le soleil s'impose au centre du système en 1543 avec les travaux de Copernic. Je ne vais pas revenir sur les travaux de Copernic. Nous avons eu il y a peu une magnifique conférence sur Copernic que nous a donnée Valérie.
Donc celle-ci est toujours en ligne sur la chaîne de l'Observatoire. Je vous invite, si vous n'avez pas visionné, à la visionner. Et vous connaîtrez tout de ce qui a amené Copernic à conclure que le Soleil ne pouvait être qu'au centre. Et en 1609, le Soleil est au foyer. C'est pas comme la femme pour un certain Landru, évidemment. On place le Soleil au foyer de l'ellipse. Et c'est Johannes Kepler qui, donc, suite à de très très longues séquences d'observations et de positions planétaires précises accumulées par Tycho Brahe, donc un petit peu avant, et au terme de 10 années de labeur calculatoire, donc il conclut que les orbites planétaires sont de forme elliptique et que l'astre central, en l'occurrence le Soleil, occupe l'un des deux foyers d'ellipse. Et là maintenant, nous allons aborder une très longue histoire, puisque les taches solaires, c'est ce qui a hanté donc la pensée des scientifiques pendant de nombreux siècles, et c'est à partir de l'observation des taches solaires qu'on a pu déduire énormément de choses sur le fonctionnement du Soleil. Presque toujours, observait Pierre-Simon de Laplace, presque toujours les taches solaires sont environnées de pénombre, renfermées elles-mêmes dans des nuages de lumière plus clairs que le reste du Soleil. Alors on croit communément que les taches solaires ont été découvertes avec les premières observations télescopiques, en l'occurrence 1609-1610, et bien en fait il n'en est rien, parce que vous savez qu'on peut voir des taches solaires à l'œil nu, et forcément il y a eu des circonstances où le ciel a été brumeux, où le ciel a été suffisamment absorbant, ou près au voisinage du lever ou du coucher du soleil sur un soleil donc absorbé par l'atmosphère, et bien les anciens ont vu des taches à la surface du soleil. Alors ces taches, c'est difficile de faire un peu le ménage, parce que de temps à autre, il y a des passages de Vénus devant le Soleil. Ceux-là, ils sont très rares. On a eu la chance, nous, d'assister aux 2 derniers passages de Vénus en 2004 et 2012. Et évidemment, quand le Soleil est absorbé par les nuages ou près de l'horizon, voir Vénus devant le Soleil, ça ne présente aucune difficulté. Alors pour Mercure, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent à le voir, il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir. Mercure devant le Soleil, tout près de l'horizon, sur un Soleil absorbé, quand on observe sans plier la tête, ça peut être observable. On en a fait l'expérience donc en 2016 donc au Danemark, où là on a pu l'observer jusqu'à 3 degrés au-dessus de l'horizon. Mais par contre, quand on observe à la verticale, même à travers une absorption, quand on lève la tête vers le haut, c'est plus visible à l'œil nu. Ce qui veut dire que si vous mettez les exceptionnels passages de Vénus, il y en a 2 tous les 120 ans à peu près, tout ce qu'on peut voir comme taches sur le Soleil, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de planète transmercurienne suffisamment importante, et même pas de planète transmercurienne du tout, ça ne peut être que des taches solaires. Et en fait, vers l'an 800 avant Jésus-Christ, on a donc le témoignage d'une observation plausible d'une tache solaire. Et donc ça, vous voyez, c'est quand même très 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 ancien. Et alors ça, c'était la première supposée en 800 avant Jésus-Christ, la première avérée, elle date de 28 avant Jésus-Christ, et elle vient de Chine. De Chine, d'Asie du Sud-Est, on a des quantités d'observations de phénomènes astronomiques qu'on n'a pas relatés chez nous. Le plus célèbre d'entre eux, c'est l'apparition de la supernova de 1054, qui a donné naissance à la nébuleuse du Crabe. Cette supernova qui a été visible pendant environ 3 semaines en plein jour. Et bien curieusement, on en trouve des traces partout dans les annales chinoises, et on n'en trouve aucune trace dans les annales arabes et européennes. Donc on peut se demander si l'islam et la religion catholique n'ont pas mis un peu le holà pour faire disparaître les observations, parce que c'est impossible que dans le monde arabe et en Europe en même temps, le ciel ait été couvert tous les jours pendant 3 semaines, de façon à ce que le phénomène ne soit pas observable. Donc on en trouve quelques-unes. Alors une qui date du haut Moyen-Âge, donc vers 1760, décrite par Eginhard, donc vers l'an 800. Eginhard qui était le biographe de Charlemagne, et il relate une observation d'une tache qui était visible durant 8 jours en l'an 807. Ensuite, pour faire local, on en trouve aussi une description dans les annales de Saint-Bertin,
qui date d'avril 860. Pourquoi je dis que c'est un témoignage local? Parce que l'abbaye de Saint-Bertin, donc il reste encore quelques vestiges, elle se trouve à côté de Saint-Omer, donc c'est quand même quelque chose de très local. C'est à l'abbaye de Saint-Bertin qu'ont été déposées pendant de nombreux siècles les 2 copies de l'Aratea de Leyde, qui est la copie du manuscrit d'Aratos de Sol, qui donne la description des 48 constellations initiales et de leur légende. Et il y a un de ces 2 exemplaires, il existe toujours, il est maintenant donc à la bibliothèque de l'université de Leyde, d'où son nom, l'Aratea de Leyde, simplement parce qu'il est passé de main en main, et la reine Christine de Suède en a fait don donc à sa disparition à l'université de Leyde. Alors si on reprend le témoignage de 860, là on dit de même que le 6 avril 860, le soleil levé, on vit au milieu de son disque une tache noire, et celle-là est descendue vers les parties inférieures. Une autre aussitôt se jeta sur les parties supérieures et parcourut tout le disque jusqu'en bas. Cela arriva le 10e jour de la lune. Alors bon, on sait qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de passage de Vénus devant le soleil à cette date-là, il n'y a pas eu de passage de Mercure devant le soleil à cette date-là. Il est fort possible que l'observation se soit faite durant toute une journée et que donc forcément avec la rotation de la Terre, l'orientation de la tache sur le disque du Soleil par rapport au zénith est évidemment tournée comme le font tous les astres. Ceci dit, il faut reconnaître que la description est quand même un peu légèrement fantaisiste. En 1128, on trouve le premier dessin d'une tache solaire, ça va faire plaisir à notre ami Simon, un grand féru de dessin du Soleil, comme d'autres d'ailleurs dans l'assistance. Et c'est extrait des chroniques de Jean de Worcester, et c'était un moine anglais, et elle remonte au 8 décembre 1128. Alors bon, visiblement, il y avait même 2 taches sur le soleil. Alors ce qui est très comique, c'est un peu comment il arrange les choses, et ça, c'est commun à l'art de l'enluminure qui était déjà répandu à l'époque et qui commençait à se diffuser. Et on avait quand même tendance à enjoliver les phénomènes observés. Il suffit pour vous en convaincre de voir l'illustration hyper célèbre qui représente la comète de Halley décrite dans les œuvres d'Ambroise Paré. Elle est représentée sous la forme d'un glaive ensanglanté qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils ont vu, mais c'était plus de la symbolique. Et là, on est aussi un peu dans le domaine de la symbolique. Ceci dit, on voit quand même qu'il y a des taches noires et quelque chose autour qui peut correspondre à la pénombre. Donc, ce n'est pas complètement irréaliste. On arrive aux premières observations télescopiques de taches solaires. Alors, on dit toujours que c'est Galilée qui a observé les premières. Pas du tout, parce que comme pour les cratères de la Lune, il était devancé de quelques semaines par Thomas Harriot. Et Thomas Harriot, donc, dessine pour la première fois le Soleil le 8 décembre 1610. Alors, le mouvement des taches solaires, c'est pareil, c'est pas Galilée qui l'a signalé en premier, c'est Fabricius, qui était le nom de scène, on va dire, de Johann Goldsmith, et il l'interprète correctement et systématiquement le mouvement des taches solaires, et il avance que le Soleil tourne autour d'un axe, comme la Terre, un axe de rotation. Alors Galilée, puisqu'à l'époque on ne savait pas trop si les taches solaires étaient vraiment à la surface du Soleil, ou si c'était au-dessus, ou si c'était des illusions, donc il affirme donc que ces taches sont bien associées à des phénomènes de la surface du Soleil plutôt qu'à des choses qui passent devant ou au-dessus. Alors ceci dit, Galilée, il s'est quand même pas fait que des amis au niveau de l'Inquisition en affirmant tout ça, et c'est quand même aussi ses travaux sur les taches solaires qui ont quand même aggravé son cas lors de son procès à l'Inquisition. Même si le grand astronome en chef des inquisiteurs, c'était donc Clavius, et Clavius était acquis au départ à la cause de Galilée, mais on lui a demandé de retourner sa veste. Alors l'axe de rotation du Soleil, Galilée a accumulé des quantités d'observations factuelles. Par contre, il y a un autre astronome qui est Scheiner, qui est l'inventeur du pantographe, entre autres, qui lui a passé toute sa carrière à observer le Soleil, et il a été très méthodique, et non seulement il a confirmé la rotation du Soleil que d'autres avaient déjà remarqué avec lui, mais il a même précisé que l'inclinaison de l'axe de rotation du Soleil par rapport à la perpendiculaire au plan d'écliptique, elle était de 7 degrés.
ce qui est une valeur qui est encore admise aujourd'hui. Alors évidemment, quand Galilée est tombé là-dessus, il a essayé de récupérer la chose. Vous verrez que dans l'observation, les études du Soleil, il a peut-être été le premier à récupérer le travail d'un autre, mais sûrement pas le dernier. Et alors, de 1645 à 1705, on a disparition des taches solaires. À tel point que l'apparition d'une tache solaire, c'était un peu comme ce qu'on a vécu les derniers mois, c'était un peu un événement, même si c'était une tache insignifiante. Et donc, à cette époque, l'Observatoire de Paris commençait à fonctionner, au moins à partir de 1666. Et Jean-Dominique Cassini, qui était le premier directeur de l'Observatoire de Paris, a mis en place une surveillance systématique des taches solaires. Et si on fait des reconstitutions historiques de toutes les observations de l'époque, c'est pas du tout parce que les astronomes avaient autre chose à faire à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu effectivement une diminution non seulement du nombre de taches solaires, mais aussi pour les relevés qui ont été faits dans les zones où on observait les aurores boréales, une quasi-extinction ou une très très faible importance du phénomène aurore boréale. À l'époque, bien sûr, on ne faisait pas la relation entre aurore boréale et activité solaire, évidemment. Et puis, cette période a été, donc, ce travail de mise en relation des observations les unes avec les autres, elle a été faite par Maunder, qui est un astronome qui est finalement relativement récent, fin 19e, début 20e, d'où le nom de cette période qu'on appelle maintenant le minimum de Maunder, qui a correspondu aussi à une période très très froide. Ce qui a quand même fait le bonheur des climatologues, des archéoclimatologues, qui ont dès lors relié, au moins dans les grandes lignes, le niveau de température de la Terre, du climat terrestre, à l'activité solaire. De 1774-1801, on s'intéresse à la nature physique des taches solaires. Et c'est William Herschel, qui s'était intéressé à tous les aspects de l'observation, parce qu'il n'a pas fait que découvrir la planète Uranus et quelques-uns de ses satellites. Il récupère une hypothèse qui était posée en 1774 par Wilson, en suggérant que les taches étaient des ouvertures dans l'atmosphère lumineuse du Soleil, permettant de voir la surface plus froide du Soleil. Donc déjà, la notion de c'est lumineux, c'est chaud, c'est moins lumineux, c'est pas parce que c'est froid, mais parce que c'est moins chaud. Donc déjà, vous voyez que ça date de cette époque-là. Et là, on va arriver quand même à une aventure dans la recherche scientifique qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle est due à un astronome amateur qui s'appelait Samuel Heinrich Schwab, et qui a été le premier à identifier la périodicité du cycle principal du Soleil. Alors, le voyage est loin d'être achevé. Nous vous emmenons maintenant sur les pas de brillants scientifiques qui ont marqué leur temps. Est-ce pour autant qu'il faille écarter les poètes ? Jean-Pierre Luminet, brillant astrophysicien et poète, confiait « Les savants ne s'inspirent jamais des poètes pour élaborer leurs théories, et ce n'est qu'à posteriori que l'on s'aperçoit que parfois le poète a précédé le savant. » Dans son ouvrage Itinéraire céleste, il nous offre ces quelques vers. Les astres sont de grands animaux, les planètes naissent des soleils, écumes dégorgées. Ce sont les amours du fer et de l'aimant. Cette seconde partie sera ponctuée de sublimes poèmes et peintures qui illustrent à merveille le lien intime de l'imaginaire et de la science. Victor Hugo est l'un de ses poètes les plus prolifiques. Il nous a offert de splendides poèmes éclos de sa vision cosmologique et scientifique. Les contemplations, la légende des siècles nous font plonger dans les abîmes des cieux. Victor Hugo était un grand contemplateur du ciel et possédait les ouvrages de Camille Flammarion et de Herschel. Passionné de science, il en doutait parfois. Je le cite. « La science rend l'exact pour le vrai, contrairement à la poésie qui a le pouvoir de saisir le monde dans sa totalité et sa vérité. Explorer les cieux à l'aune de l'art et de la science procure un ravissement auquel, nous n'en doutons pas, vous serez sensible,
et le moment est venu d'ouvrir le chapitre consacré à Heinrich Schwab et le cycle de 11 ans. Alors le cycle des tâches solaires, c'était quand même pas forcément évident de mettre la main dessus. Il fallait un travail très très assidu. Et ce travail très assidu était mené par un astronome amateur allemand qui s'appelait Samuel Heinrich Schwab, qui a vécu de la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1875, donc une bonne partie du XIXe, et qui, de son propre chef, en tête-à-tête avec lui-même, a entrepris un programme d'observation solaire dont le but n'était pas du tout de qualifier l'activité solaire, puisque personne ne supposait à l'époque qu'il y avait une activité particulière, une variation d'activité du Soleil, mais c'était de découvrir les fameuses planètes intramercuriennes. Alors pourquoi cette découverte, cette recherche effrénée à une planète entre Mercure et le Soleil? C'est simplement parce que Mercure a une orbite très excentrique par rapport aux autres planètes du système solaire, et on pensait que l'excentricité de l'orbite de Mercure était due à des perturbations dues à une ou plusieurs autres planètes placées entre Mercure et le Soleil. Alors, dans cette recherche, nous avons l'exemple très célèbre donc de Vulcain, qui est une pseudo-découverte d'un astronome amateur français qui était le docteur Lescarbot. Le docteur Lescarbot qui exerçait la médecine et l'astronomie donc en Eure-et-Loire. Et Lescarbot avait cru voir passer un point noir devant le Soleil, et ça c'était à la grande époque, juste après la découverte de Neptune par Leverrier. Et comme Lescarbot avait un de ses amis qui était membre de l'Académie des sciences, il a fait remonter l'observation à l'Académie des sciences, et Leverrier est tombé dessus, prenant ça comme étant l'évidence de l'explication de l'excentricité de l'orbite de Mercure. Alors, par rapport aux observations de Lescarbot, Leverrier avait même calculé l'orbite et la masse et la position possible de cette planète éventuelle, et il avait même calculé l'éphéméride de son retour devant le Soleil. Alors évidemment, tout le monde était sur le pied de guerre à l'époque, Lescarbot en premier, et rien n'est réapparu. Et puis en fait, il a fallu attendre la relativité d'Einstein pour expliquer l'excentricité donc de l'orbite de Mercure, essentiellement due à la proximité du Soleil et à la courbure de l'espace-temps. Voilà. Tout ceci pour dire que Schwab a colligé des quantités de dessins du Soleil pendant environ 17 ans, et qu'au terme de ces 17 ans, il s'est aperçu qu'il y avait des années où il n'y avait presque rien et des années où il y en avait beaucoup. Et il avait même déjà fixé la variation cyclique du nombre moyen de tâches solaires à environ 10 ans. Alors, le cycle de Schwab ou le cycle de Wolf? Eh bien, avant de débuter le chapitre, je vous livre un extrait du prologue du poème philosophique de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens dans ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. » Alors le nombre de Wolf, il est dû au travail d'un astronome suisse du même nom, donc à peu près contemporain de Schwab. Et le mérite qu'a eu Wolf, c'est de pouvoir normaliser les observations venues d'horizons complètement différents. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce nombre qui correspond au nombre de groupes de tâches multiplié par un facteur 10, plus le nombre de tâches individuelles incluant celles qui font partie des groupes, et en multipliant tout ça par un coefficient d'équation inter-observateur, le 1 étant donc en gros son propre coefficient à lui, donc par rapport à ce que lui pouvait observer, il a réussi à pouvoir rendre comparables des observations qui ne l'étaient pas, et donc à partir de l'observation et de la conclusion de Schwab, Wolf a pu remonter dans le passé.
Et il a réussi, par rapport à toutes les observations qu'il a pu engrainer et donc consulter, il a pu remonter jusque la moitié du XVIIIe siècle, donc jusqu'au cycle de 1755-1766, qui porte le nom de cycle numéro 1. Donc, quand vous voyez qu'actuellement on est en train d'aborder le cycle 25, c'est le cycle 25 par rapport donc au cycle numéro 1 de 1755-1766 qu'on est en train d'aborder. Alors, le nombre de Wolf, on l'appelle aussi nombre de Zurich, puisque tout ça, ça s'est fait en Suisse, mais on le connaît surtout sur le nombre de Wolf. Et tout ceci à partir de la découverte d'un astronome amateur. Et là, c'est le parfait exemple d'une collaboration âme-pro, parce que c'est une découverte d'amateurs qui a amené les professionnels à travailler et non l'inverse. Alors en 1852, on commence à s'intéresser à l'activité magnétique du Soleil et on s'aperçoit que la période du cycle des tâches est superposable à l'activité géomagnétique du Soleil. Et ça, c'est un travail et une conclusion qui a été publié par Édouard Sabine, donc, qui est aussi un astronome et un physicien du 19e siècle. Et il a fait ça à partir de données qui commençaient à s'accumuler. Il avait une base de données d'environ 20 ans qui lui permettait de faire la corrélation. Et ces travaux ont été aussi menés par Wolf et par Gautier à la même époque et pour obtenir les mêmes conclusions. Et là, on commence à s'apercevoir qu'il y a une interaction intime entre le Soleil, qui, bien que situé à 150 millions de kilomètres de la Terre, agit au quotidien en permanence sur le milieu terrestre par le biais pas forcément que de la lumière et pas forcément que de la chaleur. Ensuite, un autre grand nom de l'observation et de la physique solaire du 19e siècle, c'est Richard Christopher Carrington. Et voici quelques extraits du poème de Victor Hugo, À la fenêtre pendant la nuit, les contemplations. L'astre est-il le point fixe en ce mouvant problème? Le ciel que nous voyons fut-il toujours le même? Le sera-t-il toujours? L'homme a-t-il sur son front des clartés éternelles? Et verra-t-il toujours les mêmes sentinelles monter au même tour? Ne verrons-nous jamais briller de nouveaux astres, et les cintres nouveaux et de nouveaux pilastres luire à notre œil mortel, dans cette cathédrale aux formidables porches, dont le septentrion éclaire avec cette torche l'effrayant maître-autel? Qui donc a vu la source et connaît l'origine? Qui donc, ayant sondé l'abîme, s'imagine en être mage et roi? Ah, fantômes humains, courbés sous les désastres, qui donc a dit « C'est bien, éternel, assez d'astres, n'en fais plus, calme-toi ». Donc, ne nous disons pas, nous avons nos étoiles, des flottes de soleil peut-être à pleine voile vaines en ce moment. Peut-être que demain le Créateur terrible, refaisant notre nuit, va contre une autre clible changer le firmament. Qui sait, que savons-nous sur notre horizon sombre, que la création impénétrable encombre de ses taillis sacrés, muraille obscure où vient battre le flot de l'être. Peut-être allons-nous voir brusquement apparaître des astres effarés, des astres éperdus arrivant des abîmes, venant des profondeurs ou descendant des cimes, et si nos noirs arceaux, entrant en foule, épars, ardents, pareils aux rêves, comme dans un grand vent s'abat sur une grève, une troupe d'oiseaux. Donc Richard Carrington va s'apercevoir que les tâches ne tournent pas toutes en même temps, à la même période de révolution, suivant leur situation sur le Soleil, et il va s'apercevoir aussi d'une autre donnée fondamentale, c'est qu'en fonction du moment du cycle solaire, la latitude d'apparition et de circulation des tâches varie donc en fonction du cycle. Alors, cette variation de latitude, elle est de 40 degrés jusqu'à 5 degrés de latitude nord au sud, évidemment, à mesure que le cycle progresse. Donc, plus on va vers donc la fin d'un cycle, plus les tâches se rapprochent de l'équateur solaire. Et le mouvement donc, des tâches est beaucoup plus rapide à l'équateur qu'en latitude élevée.
c'est un peu comme les formations de Jupiter, et ça a permis de confirmer ce qu'on pensait déjà très fort depuis fort longtemps, à savoir qu'on avait affaire à quelque chose qui n'était pas solide. C'est-à-dire que le Soleil, c'était donc un corps incandescent, certes, un corps gazeux, certes, mais un corps gazeux très très chaud, donc un plasma, c'était quelque chose en tout cas, de relativement immatériel par rapport à sa définition. Alors en 1859, toujours Carrington, qui était un observateur acharné, il ne faut pas oublier aussi que Carrington était aussi un astronome amateur. Le 19e siècle a foisonné d'astronomes amateurs qui ont fait des découvertes importantes issues de leurs observations. L'un des plus célèbres, les deux plus célèbres, c'est Baire et Madler, qui étaient aussi des astronomes amateurs qui ont observé copieusement la planète Mars dans la première moitié du 19e siècle. Je passe le détail sur Lord Rosse, qui a été le premier à définir la forme des nébuleuses de spirale grâce à son télescope d'1,83 m de diamètre, qui a été le plus grand télescope du monde de 1845 jusqu'en 1908. Et il y en a eu plein d'autres. Donc, pour revenir à Carrington, il observe le 1er septembre 1859 deux taches solaires lumineuses qui deviennent de plus en plus brillantes, et il voit deux points blancs donc, au centre d'un groupe de taches. Et ces deux points blancs ont très très vite évolué, et ces taches se sont graduellement déplacées avant de disparaître. Donc là, vous voyez sur la représentation, elles étaient initialement en position A et B, et elles se sont éteintes en position C et D quelques minutes plus tard. Et ça, c'était la première fois qu'on observait ce phénomène d'éruption solaire. Inutile de vous dire que s'il y avait eu la radio, Internet et tout ce qui s'ensuit, apparemment, l'éruption de 1859 a été modélisée, et ça aurait été vraiment un gros cataclysme informatique si l'informatique avait existé à l'époque. À l'époque, dans le Soleil de Secchi, alors Secchi, c'était un astronome italien qui a été, on va dire, le popularisateur de la physique solaire de son époque, et c'est aussi un des grands précurseurs de la spectroscopie. Et dans le Soleil de Secchi, il y a une description qui date donc de cette période de 1859, où des gens ont vu une protubérance solaire à l'œil nu au coucher du soleil, alors qu'il n'y avait pas d'éclipse. Donc c'était quand même exceptionnel. Alors pour reprendre les travaux de Carrington, là un travail de monsieur et madame. Donc on a parlé de Maunder tout à l'heure, donc là c'est monsieur et madame Maunder qui se sont mis au travail et qui se sont amusés à représenter en graphique sur un diagramme latitude-temps, donc la latitude en ordonnée et le temps en abscisse, l'évolution de la latitude des taches solaires. Et ça met donc bien en évidence ce qu'avait noté Carrington, c'est-à-dire qu'à mesure que le cycle évolue, on voit des taches qui descendent de plus en plus vers l'équateur. Chaque tâche est représentée par un trait vertical qui correspond à sa variation en latitude pendant son existence sur la surface du Soleil, parce qu'une tâche ne reste jamais complètement fixe à sa latitude, elle oscille un petit peu. Et on s'aperçoit, par rapport à ce graphique-là, qu'en fait, l'intensité de montée en latitude, elle subit une variation cyclique, qui est donc une variation qui est plus importante en longueur que le cycle de 11 ans, qui a été attribuée d'ailleurs au fonctionnement magnétique du Soleil, donc à la dynamo hydromagnétique, et ce dès cette époque-là, puisque les progrès en matière on va dire d'exploration de l'activité électromagnétique du Soleil avaient fait quand même beaucoup de progrès à la fin du 19e. Alors en 1908, un autre astronome, on va dire universel, c'est George Ellery Hale, celui qui a donné son nom à ce qui a été le plus grand observatoire du monde de l'après-guerre, donc jusqu'à, on va dire, l'ouverture en 1975 du télescope de 6 mètres de diamètre de Zelenchuk qui n'a jamais fonctionné. Donc Hale, qui a vécu de 1868 à 1938 avec quelques-uns de ses collaborateurs,
il s'amuse à faire de la spectroscopie sur des taches solaires. Et alors, il identifie à ce moment-là ce qu'on appelle un effet Zeeman, c'est-à-dire un effet de modification de la lumière quand la lumière est exposée à un champ magnétique très intense. Et à partir de là, ça lui permet de conclure de la très très importante activité magnétique au niveau des taches solaires. Et il a pu quantifier donc l'intensité du champ magnétique du Soleil à la suite de ces observations-là et d'autres. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'on mettait en évidence un champ magnétique ailleurs qu'autour de la Terre. Et l'intensité du champ magnétique solaire, qui est de l'ordre de 3000 Gauss, elle est à peu près donc 1000 fois plus élevée que le nôtre. Et alors, en fait, il a compris que par la suite, la pression associée à ce champ magnétique et son interférence avec le transport donc convectif d'énergie a conduit à des températures plus basses donc, dans les taches solaires par rapport à la photosphère, et ça rapproche déjà ce qui avait déjà été supputé au début du 19e siècle. Donc on a confirmation par des moyens scientifiques qui n'existaient pas au début du 19e, en gros, de ce qu'on pensait très fort à l'époque de Herschel. Et ben, il ne s'arrête pas là, puisqu'il s'aperçoit que donc la polarité des taches solaires ne répond pas complètement au hasard, mais à une certaine loi qu'il arrive à édicter, qu'on appelle maintenant la loi de polarité de Hale, et donc qui édicte que les paires de grandes taches solaires donc, montrent presque toujours le même patron de polarité magnétique dans chaque hémisphère solaire, et évidemment le patron opposé dans l'hémisphère inverse. Et que ces patrons de polarité, ils s'inversent d'un cycle à l'autre, d'où l'existence d'un cycle de 22 ans environ, qui est le cycle de polarité magnétique des taches solaires, qui est le double du cycle de visibilité, enfin d'apparition des taches elles-mêmes. Alors on dit maintenant on fait des photos. On n'en a pas toujours fait, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas la photographie, on ne pouvait pas en faire, mais on va voir que les prises de vue du Soleil remontent déjà à quand même quelques dizaines d'années. Alors la première photographie du Soleil, donc elle a été prise, la photographie tout court a été prise en 1830 par Nicéphore Niepce, qui est un Français donc originaire de la région de Lyon, et par Louis Daguerre, et ils avaient mis au point le système du daguerréotype, alors qui évidemment a tout de suite enthousiasmé la communauté scientifique astronomique. Et la photographie s'est développée en France rapidement parce que tout ceci a passionné un astronome qui était aussi un politicien français influent, qui était François Arago, dont le frère Étienne était aussi un politicien très introduit au Sénat. Donc les moyens qui ont été alloués en France pour le développement de la photographie ont été importants dès le début. Ah. Voilà, donc la première photographie du Soleil, donc elle est due en 1845 à Louis Fizeau et à Léon Foucault. Donc c'est la photo que vous avez représentée ici, où on voit les taches. C'est une image qui fait 12 cm de diamètre, qui est une image lisible, hein. Donc il y a eu d'autres essais avant qui n'ont pas été visibles. Et pour ce qui est d'une éclipse totale de Soleil, c'était le 28 juillet 1851, à l'observatoire de Königsberg par Berkowski. Et la première photographie d'une protubérance solaire, c'était le 22 décembre 1870. Ah, c'est pas vrai. Vous m'excusez 2 minutes. Allô? Oui, je suis en pleine conférence, je rappelle après. Hein. Voilà, donc par Jung. Jung qui est l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur le Soleil, qui est un ouvrage très très complet de la fin du 19e siècle. On va dire que Jung a complété admirablement l'œuvre de Secchi en venant derrière lui une trentaine d'années plus tard. Alors ensuite, grande étape de l'exploration et de la connaissance du Soleil, donc le spectre du Soleil, où là on a plusieurs intervenants. Et
dont la liste sur cette en-tête est loin d'être exhaustive. Alors en prélude, extrait d'un poème de Victor Hugo, Les Orientales, 1829, Rêverie. Oh, laissez-moi, c'est l'heure où l'horizon qui fume cache un front inégal sous un cercle de brume, l'heure où l'astre géant rougit et disparaît. Le grand bois jaunissant dort seul la colline. On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, le soleil et la pluie ont rouillé la forêt. Oh, qui fera surgir soudain, qui fera naître là-bas, tandis que seul je rêve à la fenêtre, et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, qui, comme la fusée en gerbe épanouie, déchire ce brouillard avec ses flèches d'or. Qu'elle vienne inspirer, ranimer, ô génie, mes chansons, comme un ciel d'automne rembruni, et jeter dans mes yeux mon magique reflet. Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées, avec les 1000 tours de ces palais de fées, brumeuse, dentelée l'horizon violet. Donc la spectroscopie, c'est arrivé un petit peu à la fois, mais à partir de constatations qui datent du XVIIe siècle. Et c'est Isaac Newton qui, le premier, s'est intéressé vraiment au sujet suite aux écrits de Descartes et de Boyle. Descartes qui, dans ses lois, avait déjà défini le tracé de la lumière dans différents milieux optiques, à savoir entre l'air et le verre. Et Newton donc a fait passer un faisceau de lumière solaire à travers un prisme et a donc ce qui a permis la décomposition de la lumière dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis en mettant un deuxième prisme donc à la suite du premier, il a pu recombiner la lumière pour refaire un faisceau de lumière blanche. Sa conclusion, la lumière du soleil est une somme de lumière. En 1800, William Herschel, toujours le même, donc lui découvre les rayonnements infrarouges en utilisant une méthode un petit peu originale, c'est-à-dire qu'il décompose la lumière du soleil au moyen d'un prisme, et un petit peu au-delà du rouge, il a placé des thermomètres, et il s'est aperçu que les thermomètres montaient en température, donc au-delà du rouge, ce qui lui a permis de conclure qu'il existait une lumière que l'œil ne voyait pas, mais que le rayonnement du soleil se poursuivait au-delà de la lumière visible. Alors bien sûr, il a essayé de mettre des thermomètres aussi du côté au-delà du violet, et ça n'a pas marché. Pas simplement parce que l'ultraviolet ne fait pas monter la température, et il a fallu attendre 1 an, à savoir les travaux de Ritter, qui lui a fait un montage comparable à celui de Herschel, mais au lieu de mettre des thermomètres du côté du violet, il a mis un papier imbibé de chlorure de sodium, et il s'est aperçu que le papier noircissait au-delà du violet, et donc il a démontré qu'il existait aussi donc une radiation au-delà du violet qui a pris le nom de radiation ultraviolette. On commence à s'apercevoir donc au tout début du XIXe siècle qu'il y a ce qu'on voit et qu'il y a probablement beaucoup de choses qu'on ne voit pas. En 1802, donc Wollaston remarque que dans le spectre du soleil, il y a des raies sombres. Donc en utilisant la même technique que Newton. Et bon, ces raies, il n'en fait pas grand-chose. Il croit au départ qu'elles sont juste à la jonction entre les couleurs. Bon, parce qu'il y avait quand même, on va dire, un spectroscope de très très faible résolution, évidemment. Mais ce sont quand même les débuts de la spectroscopie solaire. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire de ces raies, mais on sait qu'elles existent. Fraunhofer, donc une trentaine d'années plus tard, reprend la chose. Il invente un système de spectroscope. Il y a le spectroscope à réseau, donc avec une résolution bien meilleure. Et lui, il fait le détail des raies sombres du spectre solaire qui dénombre en beaucoup plus grand nombre que ce qu'avait fait son prédécesseur. Mais bon, c'est tout. Il note qu'il y a de plus en plus de raies sombres, mais sans trop essayer de comprendre à quoi elles correspondent. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, d'autres physiciens se sont intéressés à ça.
et en ont fait donc un moyen extraordinaire de déterminer les propriétés physiques de l'atmosphère solaire en comparant donc le spectre de gaz échauffés avec le spectre du Soleil, en sachant que tout ce qui est surchauffé provoque des raies d'émission et tout ce qui est plus froid provoque des raies d'absorption. Et en 1859, c'est Bunsen et Kirchhoff qui vont donc vraiment s'atteler au sujet. Et à la suite justement d'expériences consistant à chauffer des gaz et à comparer les spectres des gaz chauffés avec, en fonction de la longueur d'onde et par rapport aux mêmes raies mais d'absorption du spectre solaire, ils ont réussi à déterminer en gros ce qui composait la lumière du Soleil. Et donc Kirchhoff retrouve plusieurs éléments chimiques, dont certains métaux connus sur Terre, le fer en particulier. Pour ce qui est de l'hydrogène, au niveau du Soleil, il a été identifié en 1862 par Ångström. Et par contre, ça n'est que dans les années 1920 qu'on s'est aperçu que c'était le composé le plus important, le plus abondant dans le Soleil. En 1868, on découvre l'hélium durant l'éclipse totale du 18 août 1868, et c'est Locuyer et Janssen, le français Jules Janssen, fondateur de l'Observatoire de Meudon, qui observe dans le spectre du Soleil d'une protubérance, donc une raie spectrale, donc coïncidant à aucune raie connue, d'aucun élément connu. Alors, Janssen et Locuyer poursuivent leurs observations les jours suivants, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Janssen avait déjà mis au point un spectroïdiographe qui lui permettait d'observer le Soleil dans diverses couleurs, et en particulier dans le H-alpha, et donc il n'y avait plus besoin d'attendre des éclipses de Soleil pour voir les protubérances. Et donc, ce nouveau composé, il a pris le nom d'hélium en déduisant, et c'est Locuyer qui l'a nommé hélium en se disant il existe dans le Soleil, il n'existe pas sur Terre. Et puis en 1895, pour finir, on a retrouvé de l'hélium sur Terre et c'est Ramsay qui l'a découvert. La raie verte coronale, donc c'est durant l'éclipse du 7 août 1869, qui est observée en Amérique du Nord par les astronomes Wood et Harkness, et qui observe donc dans le spectre de la couronne une très faible raie verte d'émission. D'ailleurs, cette raie verte d'émission, c'est aussi celle qui fait partie de ce qu'on appelle le rayon vert. Et le rayon vert, c'est une émission due au découpage donc, de l'image du Soleil par les couches de l'atmosphère solaire, de l'atmosphère terrestre, dès lors qu'elles sont en alternance de fort et faible indice de réfraction. Et ça correspond en fait à la lumière qui est juste au-dessus donc de la chromosphère et qui est de la lumière de la basse couronne. Alors le Soleil a d'autres visages puisque on a pu l'explorer sous d'autres aspects. Oui, le Soleil est facétieux, il a de multiples visages. Et en plus, il nous fait croire qu'il est jaune, orange, rouge, alors qu'il est blanc. Il peut même subrepticement nous dévoiler du vert. L'atmosphère et nos yeux sont de connivence dans cette affaire. Qui peut se targuer d'avoir vu cette couleur verte, appelée rayon vert? Jules Verne, romancier de l'époque romantique, s'est emparé de ce fameux rayon vert pour en faire un roman éponyme sur fond de romance. En voici un extrait. Avez-vous quelquefois observé le soleil qui se couche sur un horizon de mer? Oui, sans doute. L'avez-vous suivi jusqu'au moment où la partie supérieure de son disque effleurant la ligne d'eau, il va disparaître? C'est très probable. Mais avez-vous remarqué le phénomène qui se produit à l'instant précis où l'astre radieux lance son dernier rayon? Si le ciel, dégagé de brume, est alors d'une pureté parfaite? Non, peut-être. Eh bien, la première fois que vous trouverez l'occasion, ce ne sera pas, comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil. Ce sera un rayon vert, mais d'un vert merveilleux, d'un vert qu'aucun peintre ne peut obtenir sur sa palette, d'un vert dont la nature,
ni dans la teinte si variée des végétaux, ni dans la couleur des mers les plus limpides, n'a jamais reproduit la nuance. S'il y a du vert dans le paradis, ce ne peut être que ce vert-là, qui est sans doute le vrai vert de l'espérance. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, et en 1644, on a déjà un philosophe, donc René Descartes, le français, qui suspecte que le Soleil est finalement une étoile comme les autres. Donc, comme quoi, les idées sont parfois très très précoces, et que ce Soleil s'est formé au centre d'un tourbillon primordial. Donc, vous voyez que les hypothèses actuelles étaient déjà dans les têtes de beaucoup il y a déjà bien longtemps. Bon. Son interprétation de la nature des taches solaires donc reste un petit peu plus aléatoire par rapport à la véracité scientifique, puisque pour lui, les taches solaires étaient des agrégats de matière primordiale flottant à la surface du Soleil, après avoir été accrétés le long de son axe de rotation. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. En 1687, Newton, qui édicte la grande loi F égale kmm' sur D2, connaissant la masse de la Terre, connaissant la distance, eh ben, il s'est dit, je vais calculer la masse du Soleil. Bon, sauf que l'évaluation de la distance, bon, elle était ce qu'elle était, hein, mais c'était pas forcément très très précis. Et en fait, donc, il donne une estimation donc, qui est relativement bonne, mais qui est quand même avec une erreur d'environ 25% par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Il fait paraître donc tout ça dans son ouvrage Les Principia Mathematica. En 1733, un astronome français tombé complètement dans l'oubli, Jean-Jacques d'Ortous de Meyran, donc, qui est mathématicien, astronome et géophysicien français, donc, qui est né en 1678 et meurt en 1771, donc il a quand même vécu longtemps, et comme toutes ces personnes qui ont vécu très âgées au XVIIIe siècle, il n'est pas mort aveugle, comme quoi la DMLA n'est pas forcément liée à l'âge. Il a été l'auteur du premier ouvrage traitant du phénomène aurore boréale, le traité physique et historique de l'aurore boréale, donc, qui est paru en 1733. Et dans cet ouvrage, on trouve une planche que j'ai reproduite ici. Celle-là, je n'ai pas trouvée sur Internet, puisque j'ai trouvé dans mon exemplaire du traité de l'aurore boréale de Meyran, et qui représente en gros ce qu'il pensait de l'explication du phénomène aurore boréale. Il pensait que c'était une émanation directe de l'atmosphère extérieure du Soleil. Bon, bah, évidemment, le phénomène aurore boréale, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, s'il n'y avait pas les particules arrivées de l'atmosphère extérieure du Soleil dans le champ magnétique de la Terre, et provoquant l'ionisation qu'on connaît, il n'y aurait pas d'aurore boréale. Il avait quand même, bon, à ceci près qu'il ne parlait pas de phénomène électrique. Il avait remarqué que la couronne solaire observée pendant les éclipses et les lumières zodiacales du mois de mars le soir ou du mois d'août-septembre le matin, ben, elles faisaient partie d'un seul et même phénomène qui était la couronne solaire, à ceci près qu'il y a deux couronnes solaires. Il y a la couronne gazeuse qui est celle qui est provoquée par le plasma, donc qui elle envoie des particules avec haute énergie et sont responsables du phénomène aurore boréale. Et puis il y a ce qui est responsable de la lumière zodiacale, qui est la couronne K, qui est la couronne de poussière. En gros, c'est une luminescence qui est provoquée par le Soleil sur les résidus de poussière qui n'ont pas été accrétés lors de la formation des planètes, donc entre, on va dire, le Soleil et puis Vénus. C'est un ouvrage qui est passionnant, qui décrit tous les types d'aurore boréale. Même actuellement, c'est quelque chose de très très actuel, puisqu'il fait une description exhaustive de tous les types d'aurores qu'on peut rencontrer. Et ce qui l'a inspiré pour la rédaction de cet ouvrage, c'est une aurore boréale très spectaculaire qui a été observée pendant toute la nuit, je ne sais plus quel jour, mais c'était en 1726, donc 7 ans avant, et qui a été observée même jusqu'au sud de l'Espagne. Alors en 1796, donc Marie-Françoise a mentionné tout à l'heure Pierre Simon de Laplace.
Pierre-Simon de Laplace, il s'est servi des observations de Herschel pour déduire certaines choses qui se sont avérées parfaitement exactes, puisque Herschel avait souligné l'exemple d'objets astronomiques diffus à pleine nébuleuse. Il n'était pas le premier, hein. On sait que Messier l'avait fait avant lui. Le catalogue de Messier qui avait été justifié par le fait que Messier c'était le chercheur de comètes de Louis XV, et que pour chercher les comètes et annoncer autre chose que des objets existants, il fallait déjà cataloguer les objets existants. Donc il observait en plein centre de Paris avec une lunette de 75 mm de diamètre. Donc il avait catalogué les objets qui paraissaient nébuleux et fixes avec une lunette de 75 mm de diamètre, tout son catalogue d'environ 110 objets. Là-dessus, Herschel a considérablement augmenté le catalogue, puisque lui observait avec des instruments qui faisaient un diamètre beaucoup plus important. Et en voyant ces nébuleuses, Laplace s'est dit, en particulier les nébuleuses d'émission, on ne savait pas qu'elles étaient d'émission à l'époque, mais enfin on voyait bien qu'elles n'avaient pas de forme particulière. Il y avait souvent des étoiles brillantes au centre, la nébuleuse d'Orion par exemple. Laplace s'est dit, les étoiles, il est fort possible qu'elles naissent de l'effondrement de ce gaz en quantité. Et donc l'hypothèse de l'effondrement gravitationnel des nuages de gaz en rotation, c'était l'hypothèse que Pierre-Simon de Laplace a exposée dans son ouvrage, qui lui aussi est passionnant à lire, qu'on peut trouver sur Gallica en PDF, qui est l'exposition du système du monde, qui est paru en 1795. En 1838, on mesure la constante solaire, qui est définie comme la quantité d'énergie illuminant un mètre carré de la haute atmosphère terrestre à une distance d'une unité astronomique. Alors, les premières tentatives, elles ont été réalisées à peu près simultanément par John Herschel, qui est le fils de William, et par un Français qui était Claude Pouillet, qui a mis au point un appareil qu'on appelle le pyrohéliomètre de Pouillet, dont vous avez la représentation sur l'illustration. Alors, à ceci près que les valeurs déterminées au début du 19e étaient en gros entachées d'une partie de la moitié de la valeur réelle à cause de l'absorption atmosphérique. Ils ont quand même réussi à avoir une petite idée de ce que le Soleil pouvait délivrer sur Terre du point de vue quantité d'énergie, et la valeur actuellement admise, elle est de 1367 plus ou moins 4 watts par mètre carré. Première éjection coronale avérée, l'éclipse de 1860. L'éclipse de 1860 qui a été très très observée. Il y a eu des quantités de missions. C'est une éclipse qui intéressait les États-Unis et le Canada, qui a d'ailleurs été aussi fait partie de l'intrigue d'un autre roman de Jules Verne, qui n'est pas Le Rayon Vert, mais Le Pays des Fourrures, où à un certain passage, on a en gros la traversée des immensités canadiennes par une équipe d'astronomes qui, pour finir, va arriver trop tard sur la zone d'observation de l'éclipse. Et donc, lors de cette observation de couronne, il y a cette espèce de serpentin qu'on voit en bas et à droite des dessins, qui correspond à une éjection de masse coronale, qui était saisie en pleine expansion. Il fallait être là au bon moment, parce que ce genre de choses, ça ne dure pas forcément très longtemps. Il est même probable que certains observateurs de la même totalité, donc en gros 1 heure avant, n'aient pas eu le phénomène, et qu'1 heure après, il n'y avait plus de phénomène non plus. Donc il fallait vraiment être là au bon moment. Et c'est ces éjections de masse coronale qui sont responsables de tous les désordres électromagnétiques qu'on a pu déjà observer sur Terre, et qui sont responsables aussi, pour le plus grand bonheur des voyeurs du ciel, des phénomènes d'aurore boréale spectaculaires. En 1899, on commence à comprendre que les aurores boréales sont des phénomènes, on va dire, électromagnétiques, conséquence de l'électromagnétisme de la Terre et de l'envoi de particules à haute énergie venant du Soleil. Alors, la corrélation, les interactions Terre-Soleil, on a vu qu'elles avaient déjà été suspectées par Herschel, mais pour ce qui est de la corrélation entre les taches solaires et le climat, Maunder, c'est pareil, mais c'était au début du XXe. Et par rapport aux aurores boréales, le traité de Méran ne mettait pas en évidence d'hypothèses vraiment très très avérées
par rapport au mécanisme des aurores. C'était surtout de l'observationnel. Et il a fallu attendre donc les travaux de Birkeland, qui est un physicien norvégien, pour avoir donc une explication du phénomène aurore, puisqu'il a reproduit des aurores en laboratoire. Et il a conclu que les aurores sont causées par l'arrivée épisodique de faisceaux de particules chargées provenant du Soleil, déviées canalisées dans les hautes latitudes par le champ magnétique terrestre. Il ne faut pas oublier que le champ magnétique terrestre, on en connaissait l'existence, mais pas du tout l'architecture, puisque l'architecture du champ magnétique terrestre, et donc en particulier des ceintures de Van Allen, et bien ça date des débuts de l'exploration spatiale, donc fin des années 50, début des années 60. Alors ensuite, le Soleil, ça marche comment? Là, on va étudier un peu le chauffage central. Et donc, le premier a suggéré une hypothèse, donc, on va dire radioactive, sans que ce soit vraiment radioactif d'ailleurs, c'est Rutherford. En fait, c'est une fusion thermonucléaire qui n'est pas un phénomène radioactif, c'est pas une fission. Alors, en utilisant donc la relation masse-énergie, donc Albert Einstein apporte un petit peu d'eau au moulin de tout le monde. Et il faut attendre 1920 et un régional de l'étape, Jean Perrin, qui est un astrophysicien, donc qui a eu une carrière brillantissime. Il faut savoir que Jean Perrin, il est né en 1870 à Lille. Et ensuite, Eddington, donc, qui a travaillé aussi sur le même sujet. Donc, ils font état d'une théorie faisant du centre du Soleil le siège de pression et une température très très importante permettant la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium. De l'hydrogène en hélium, c'est bien ça. En prenant de l'hydrogène, 4 hydrogènes et en faisant un hélium, on perd un petit peu de masse, et cette perte de masse, c'est elle qui provoque, qui crée l'énergie et la lumière par diminution de masse. Et donc cette prépondérance de l'hydrogène dans le Soleil, donc elle a été confirmée seulement en 1925, vous voyez, c'est quand même assez récent, par Cecilia Payne-Gaposchkin, donc qui était une physicienne, je crois qu'elle était ukrainienne. Et ensuite, ces travaux ont été complétés par d'autres travaux, donc, dont le plus célèbre d'entre eux est celui de Chandrasekhar, et donc qui, eux, ont affiné les mécanismes des principales réactions nucléaires produisant de l'énergie au cœur du Soleil. Donc là, au début du XXe siècle, premier tiers du XXe siècle, on sait en gros comment fonctionne le Soleil à peu près comme maintenant. En 1931, évidemment, une invention française, le coronographe, inventé par l'astronome français Bernard Liot. Donc, un instrument destiné à tenter d'observer la couronne solaire autrement que pendant les éclipses. Alors, il ne faut quand même pas trop se faire d'illusions. Même si on va très haut en altitude, le coronographe va vous montrer que autour du Soleil, les premières minutes de degrés, en apparence, autour du limbe du Soleil. Parce que pour voir plus loin, il faudrait que le disque occulteur soit beaucoup plus en altitude. Donc c'est ce que fait une éclipse totale de Soleil. Le disque occulteur, il est à 380 000 km de distance en moyenne. Et donc là, on a un réel effet de contraste. Quand on met un disque occulteur donc, devant une lentille percée, comme vous voyez sur le dessin, c'est quand même beaucoup moins évident. On va dire que c'est pour les premiers milliers de kilomètres au-dessus de la chromosphère, ça marche, dans des sites exceptionnels et avec des optiques taillées dans des verres particulièrement transparents. Mais sinon, il ne faut pas vous imaginer avec un coronographe pouvoir obtenir des images de couronne solaire comme on en obtient lors des totalités d'éclipses, ou comme la sonde SOHO peut en obtenir, puisqu'elle est complètement dans un milieu dépourvu de diffusion. Mais il n'empêche que ça a permis quand même de comprendre déjà ce qui se passe entre la jonction chromosphère-couronne, parce qu'il se passe des choses. Et donc en 1941, on commence à déterminer la température de la couronne solaire. Et là, c'est la superbe surprise, parce qu'on s'aperçoit que des 6000 degrés
donc de température de la chromosphère, on passe à 1 à 2 millions de degrés en faisant un saut de quelques centaines de kilomètres dans la très basse couronne. Et on s'aperçoit aussi, par les travaux d'Elden entre autres, que les composés qui sont les plus présents dans la basse couronne solaire, ce sont les raies d'émission attribués au fer. Au fer dans des états très instables, évidemment. Et donc, pour l'instant, la grande question, c'est de savoir quand même comment expliquer, on va dire, le plus logiquement possible, cet échauffement brutal, alors qu'on sort, on va dire, de la partie lumineuse et brillante du Soleil. Alors, en 1942, les Anglais mettent au point les radars, et puis, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc, il y avait des radars militaires qui étaient installés un petit peu partout, puisque c'était quand même le moyen de détecter l'arrivée des bombardiers allemands. Et puis, il s'avère que les antennes radio ont récupéré des bursts radio qui ont été attribués dans un premier temps à du brouillage allemand. Et puis, dans un deuxième temps, il a fallu se reconnaître que c'était des bursts radio d'origine naturelle qui étaient dus au Soleil. Alors, naturellement, pendant la guerre, tout ça, ça a été passé sous silence parce qu'il ne fallait pas vendre un éventuel secret à l'ennemi. Et ça n'est qu'après la guerre que tout ça, ça a été publié et encore sous une forme édulcorée, revue et visitée par les censeurs militaires qui ne voulaient pas laisser passer leur secret de fabrication. Et puis en fait, donc, de là est née la radioastronomie solaire, qui a permis de confirmer, entre autres, la haute température de la couronne, qui avait déjà été déduite par des observations au coronographe. Et maintenant, on se sert de la radio pour donc quantifier l'activité solaire, et ce depuis l'après-guerre. Et donc là, depuis l'après-guerre, on a un peu plus de 70 ans d'observation de l'activité solaire, avec une précision beaucoup plus importante que le simple comptage observationnel des tâches, des facules et autres, pour pouvoir estimer quelle est l'intensité de l'activité solaire et surtout les moments de reprise et de fin de cycle. Et maintenant, en fin de conférence, Marie-Françoise va vous proposer une ultime balade. Nous vous emmenons pour une ultime balade poétique dans les cieux. Fermez les yeux, écoutez. La Voie lactée, Victor Hugo, la légende des siècles, abîme. Millions, millions et millions d'étoiles. Je suis dans l'ombre affreuse et sous les sacrés voiles, la splendide forêt des constellations. C'est moi qui suis l'amas des yeux et des rayons, l'épaisseur inouïe et morne des lumières. Encore tout débordant des effluves premières, mon éclatant abîme est votre source à tous. Ô les astres d'en bas, je suis si loin de vous, que mon vaste archipel de splendeurs immobiles, que mon tas de soleil naît pour vos yeux débiles, au fond du ciel, désert lugubre où meurt le bruit, qu'un peu de cendre rouge éparse dans la nuit. Mais, ô globes rampants et lourds, quelle épouvante pour qui pénétrerait dans ma lueur vivante, pour qui verrait de près mon nuage vermeil. Chaque point est un astre, et chaque astre un soleil. Autant d'astres, autant d'immensités étranges, diverses, s'approchant des démons ou des anges, dont les planètes font autant de nations. Un groupe d'univers en proie aux passions tourne autour de chacun de mes soleils de flammes. Dans chaque humanité sont des cœurs et des âmes, miroirs profonds ouverts à l'œil universel. Dans chaque cœur l'amour, dans chaque âme le ciel. Tout cela naît, meurt, croît, décroît, se multiplie. La lumière en regorge et l'ombre en est remplie. Dans le gouffre sous moi, de mon aube éblouie, globe, grain de lumière, au loin épanoui. Toi, zodiaque, vous, comètes éperdues,
tremblants, vous traversez les blêmes étendues, et vos bruits sont pareils à de vagues clairons, et j'ai plus de soleil que vous de moucherons. Mon immensité vit, radieuse et féconde. J'ignore par moments si le reste du monde, errant dans quelque coin du morne firmament, ne s'évanouit pas dans mon rayonnement.